Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition de la CPME 31 TV qui va s'intéresser aujourd'hui à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors pour en parler aujourd'hui autour de moi, Samuel Seth, vous êtes le président de la CPME 31 et vous êtes à l'origine de cette série de rendez-vous. Nadia Pelfig, vous êtes vice-présidente de la région en charge de l'économie. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce thème. Mathilde Iclazan, vous êtes la directrice générale de WeSeed, d'une société de crowdfunding, et vous êtes également administratrice de la CPME. Et Stéphane Gambier, vous êtes président d'Abac Audiovisuel et vous êtes adhérent de la CPME 31. Alors pourquoi ce thème ? Eh bien, les entreprises, vous, chefs d'entreprise, décideurs qui nous écoutez, vous avez dû voir arriver des nouvelles notions, ISR, critères environnementaux et sociétaux et de gouvernance, développement durable, parité homme-femme, inclusion, administrateur indépendante. Face à toutes ces notions, on peut se demander si le chef d'entreprise sera encore le chef de sa propre entreprise dans les années à venir. Ces notions viennent bousculer la gouvernance, la prise de décision et peut-être parfois la légitimité même du chef d'entreprise. D'où la question qu'on se pose aujourd'hui. La RSE va-t-elle régir l'entreprise de demain ? Alors Samuel Seth, face à ces sujets, comment le patron de PME que vous êtes voit arriver ces notions qui vous sont imposées par les parties prenantes de l'entreprise qui viennent de l'extérieur ? Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, on ne les voit pas arriver, on les fait depuis longtemps, puisque j'ai toujours considéré que le petit chef d'entreprise, au sens PME du terme, est un véritable monsieur Jourdain de la RSE en réalité. Il la pratique sans s'en apercevoir au quotidien, par sa proximité avec ses collaborateurs, par sa volonté de maintenir en place une équipe avec un turnover réduit au maximum, sans pour autant avoir les armes de grandes sociétés. C'est-à-dire le salaire, c'est-à-dire peut-être parfois des promesses que des grands groupes peuvent tenir sur plusieurs années, alors même que dans l'entreprise, vous le savez très bien, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois ou dans une année. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, je suis toujours gêné à l'idée que l'on vienne imposer désormais un sujet que nous traitons déjà depuis de nombreuses années. Je me dois de constater que des grands groupes qui sont tellement tentaculaires et qui parfois se posent les questions de leur existence aient absolument besoin de se donner un sens. Donc c'était l'objet de la loi Pacte, pour pouvoir attirer des collaborateurs et les faire rentrer dans une démarche. Je ne dis pas que tout se fait sans heurts et tout se fait sans bruit. Il y a quand même des sujets importants sur lesquels on doit travailler. Mais je me plais à dire que l'entreprise a un intérêt réel dans son développement à mettre en place tous les critères. On parle d'égalité femmes-hommes, on parle de mixité sociale au sens large du terme. Je préfère les voir comme des facteurs d'investissement que comme des facteurs de charge. Et là, vous nous décrivez la PME comme si c'était un pays idéal où on avait déjà pris en compte la parité, l'écart de salaire homme-femme, le respect de l'environnement, mais pourtant il y a beaucoup de chemin à faire encore. Il s'agit de bien distinguer ce qui relève de l'entreprise de ce qui relève de la société. À la CPME, nous considérons qu'il n'existe pas meilleur facteur d'intégration que l'entreprise. Au sein de l'entreprise, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de facteur de mœurs, de couleur. Il y a quand est-ce que tu me livres, combien je te paie, et quand est-ce que je te paie. C'est ça en réalité qui importe. Qu'ensuite l'entreprise ne soit au sein de ses équipes que le reflet d'une société tourmentée que nous connaissons tous, ça ne fait pas débat, il n'y a pas d'objet de discussion. Mais qu'il y ait une volonté réelle de faire société comme d'autres veulent faire nation, si je ne m'abuse. C'est un point important pour nous. C'est un véritable choix, si j'ose dire sans jeu de mots, de société. De société. Alors on va se tourner vers deux entrepreneurs qui sont convaincus depuis déjà longtemps de la démarche RSE, puis on va voir comment au quotidien dans vos entreprises vous la mettez en place. Alors Stéphane Gambier, vous dirigez Abac, vous avez été un précurseur, vous êtes engagé dans une démarche de certification environnementale, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous êtes engagé et quand ? Tout à fait. Je pense qu'au départ, c'est vraiment par conviction. À l'époque, j'étais au CJD, donc voilà, donc c'était un centre des jeunes dirigeants. Le centre des jeunes dirigeants, donc qui était une partie très forte à développer, et on a commencé à sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un peu pris pour un fou parce que c'était vraiment pas les préoccupations premières. Et la première idée, c'était quoi ? C'était votre première volonté ? C'était déjà, enfin moi, j'avais vraiment ce sentiment en fait de voir le monde changer, et
et que quelque part il fallait s'y préparer, et on reviendra après sur le plan économique également. Et donc on a été plus loin dans un premier temps par une labellisation Prestad qui était délivrée par le Synpas, qui est le syndicat des activités événementielles. Et puis l'avènement, si je puis dire, entre guillemets, mais pas sans contrainte, hein, c'est la certification ISO 20121, qui est celle du management responsable des entreprises événementielles et audiovisuelles, qui est une norme d'amélioration permanente. C'est-à-dire que là, depuis 2 jours, on est à nouveau en certification, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un gros travail, mais qui nous amène d'autres aspects très positifs. Donc une conviction personnelle, mais également aussi une motivation économique, parce que vous travaillez avec des grands comptes, des grands groupes qui vous imposent, qui vous demandent d'être vertueux dans vos démarches pour vous référencer, vous faire travailler, c'est ça ? Totalement. La RSE, ça regroupe vraiment l'aspect environnemental, social et sociétal. Donc aujourd'hui, les critères d'attribution, et d'ailleurs on pourra en reparler, est-ce vrai ou pas vrai, mais en tout cas dans les études qui sortent aujourd'hui, un des critères d'attribution de RSE est le deuxième critère d'achat en fait. Donc aujourd'hui, il n'est pas réellement pratiqué parce que on est souvent sur du moins 10 ans ou du mieux 10 ans, mais dans le mieux 10 ans, il y a vraiment une notion de RSE extrêmement importante. Et aujourd'hui, les grands groupes ou les collectivités locales et territoriales avec lesquels on travaille, ont des critères RSE très précis dans leurs appels d'offres. Alors avant, c'était assez flou. Aujourd'hui, il faut pouvoir prouver en fait. Hein, le principe de la certification, de l'ISO, c'est vraiment de pouvoir prouver en fait tout ce qu'on avance. C'est ça, parce que vous pouvez faire de la RSE dans votre entreprise sans le savoir parfois, comme Monsieur Jourdain, mais en fait, vos clients, ils ont besoin d'une preuve que vous appliquez réellement les bons critères. Totalement, et ça va même plus loin que ça aujourd'hui, parce qu'il y a des plateformes comme EcoVadis, hein, qu'on peut citer, auxquelles adhèrent beaucoup de grandes entreprises. Donc, j'ai en tête là, des dossiers sur lesquels on a répondu pour, par exemple, Pierre Fabre, la CNP, la Société Générale, qui sont des plateformes en fait, où on doit remplir un questionnaire, presque une certification, et on nous attribue une note. En l'occurrence, voilà, on fait partie des 9% d'entreprises, je ne sais pas combien ont été auditées, mais qui correspondent, on va dire, on est argent, on nous a donné une note argent, silver. Félicitations. Voilà quoi. Mais donc aujourd'hui, on est obligé. Alors après, on peut revenir sur un aspect, effectivement, pour être certifié, il faut payer, pour être accompagné. D'ailleurs, oui, ça coûte combien pour une PME ? L'accompagnement à la certification, ça coûte 18 000 €, et la plateforme EcoVadis, en fonction de ce que vous voulez utiliser, c'est payant, mais c'est pas donné quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un aspect contraignant, on va dire, en tout cas sur ce plan-là. Mais si on ne répond pas à ces impératifs, aujourd'hui, on ne peut plus répondre aux appels d'offres. Alors concrètement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça change quoi une démarche RSE dans une entreprise ? Est-ce que ça change ma façon de recruter, ma façon de sourcer mes fournisseurs, ma façon avec laquelle les salariés se déplacent ? Qu'est-ce qui change ? Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Comme je disais, il y a le facteur environnemental. Donc, pour une société comme la nôtre, ça va être la gestion et le tri des déchets, par exemple. On reçoit beaucoup d'appareils électroniques audiovisuels, donc, dans lesquels il y a des cartons, des polystyrènes, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est trié hein, dans des bennes. Et derrière, il y a un compteur avec du poids, etc. Le côté social, on a mis en place dans l'entreprise, déjà depuis pas mal de temps, un plan d'intéressement, un PE, donc différents critères. Et aujourd'hui, les jeunes qu'on est amenés à recruter, c'est quand même un aspect qui les intéresse de près. Hein. Je pense que c'est même un critère de choix possible, en tout cas, de rejoindre une entreprise. Et puis l'aspect sociétal, on est très investi dans le mécénat, dans différentes actions de soutien. Et donc voilà, on est sur les trois niveaux, quoi. Très bien. Alors Mathilde Iclinzan, vous êtes en charge du financement participatif. Vous êtes directrice générale adjointe chez WICID, le Toulousain WICID. Et vous êtes aussi administratrice de la CPME. La finance n'échappe pas à cette vague RSE. On voit que les encours levés sur l'investissement socialement responsable ne cessent d'augmenter. Non, la finance n'échappe pas et y échappera de moins en moins, notamment parce que, en effet, c'est une des préoccupations des chefs d'entreprise depuis longtemps, qu'ils ont envie aussi de matérialiser, de sensibiliser auprès de leurs investisseurs. En tout cas, dans mon cas, dans la mesure où ce sont essentiellement des investisseurs particuliers, je crois qu'il y a besoin de réaffirmer ces points-là qui sont de plus en plus forts. Les investisseurs sont aussi en demande et je rejoins aussi
aussi les collaborateurs qui travaillent dans la finance ont aussi besoin de ces éléments-là qui sont déterminants, qui sont engageants, qui leur permettent de s'impliquer au quotidien, aussi dans l'image que peut refléter justement la finance aujourd'hui dans notre secteur. Alors concrètement, quand vous faites appel à public à l'épargne sur des projets à financer, ça veut dire que les épargnants regardent la qualité environnementale d'un projet, le but sociétal d'un projet à financer? Oui, très clairement. Alors après, chez WICID, c'est vraiment quelque chose qui était dans l'ADN propre en fait, de la société à partir du moment où elle a été créée en 2008. Mais aujourd'hui, oui, on a de plus en plus de questions. Notre communauté est très sensible à ces sujets-là. On est obligé de donner des gages et on demande aux entreprises de donner des gages. On ne leur demande pas d'être parfaites. En tout cas, on leur demande d'évoluer et de se fixer des objectifs pour aller dans ce sens-là, évidemment. Au début, on était... Dans notre secteur, moi je viens de grands groupes dont tu parlais tout à l'heure, Samuel, et j'ai remarqué depuis une quinzaine d'années, on parlait beaucoup de conflits d'intérêts, on parlait d'éthique, les enjeux environnementaux étaient déjà très très forts. Aujourd'hui, on va au-delà et on a passé une étape. Je crois qu'aujourd'hui, c'est primordial d'accompagner tout ça et le monde de la finance doit évidemment prendre sa part dans cette logique et dans cette démarche. Oui. Et est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui cherche à lever des fonds, si demain elle n'a pas une démarche comme ABAC qui est institutionnalisée, certifiée, est-ce qu'elle aura plus de mal à lever des fonds ou est-ce qu'elle lèvera une dette à un coût plus élevé parce qu'elle n'est pas vertueuse ? C'est une question qui est difficile dans le secteur d'activité de chaque société. Pour autant, oui, il me semble que demain, ce sera beaucoup plus difficile d'aller lever des fonds si on ne prend pas en compte ces aspects-là. Mais au-delà de l'engagement des chefs d'entreprise et du projet qu'ils portent, il faut quand même savoir que la réglementation européenne est en train d'évoluer. La finance durable est arrivée sur la table et est en train d'arriver à marche accélérée. On parle de taxonomie. Et demain, la finance aura forcément ces critères-là aussi à démontrer et avec des évolutions très rapides. Alors les investissements ISR ont dépassé les 1000 milliards d'euros en 2018. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des montagnes de cash à investir et qu'ils ne trouvent pas forcément les débouchés parce qu'il manque de projets vertueux à financer. Est-ce que c'est un constat que vous... Oui, c'est un constat que je fais aujourd'hui. En effet, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une démarche globale qui est entreprise et il y a une prise de conscience forcément générale. Donc voilà, non, pas d'inquiétude, à mon avis, sur ce côté-là. On trouvera des débouchés. Oui, Alors, Nadia Pelfig, on voit la RSE, les critères ESG se sont emparés du monde de l'entreprise, de la finance, de la société en général. Quid de l'action politique ? On va parler de l'action politique régionale. Est-ce que vous aussi, en tant qu'élu, vous êtes interrogé par les opinions publiques pour être vertueux dans la façon de faire de la politique ? Non seulement on est interrogé, je crois que le taux d'abstention qui augmente d'élection en élection, le succès des populismes démontre qu'on a intérêt quand même à répondre aux aspirations populaires. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un devoir pour les politiques, pas simplement d'accompagner le mouvement, mais y compris de l'anticiper, de donner les outils pour qu'il puisse se déployer, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit au sein des institutions, de l'éducation nationale. Enfin, on a une responsabilité sur ce qui est une élévation globale de la société qui est confrontée à des transitions ou à des transformations qui sont majeures sur le plan économique, mais sur le plan aussi démocratique. Et ça intéresse aussi la question des gouvernances au sein des entreprises, de la place des salariés, de l'organisation managériale de ces entreprises. Vous avez observé il y a quelques mois une génération qui disait d'ailleurs vouloir choisir ses prochaines entreprises sur la base des valeurs qu'ils partageraient ou pas avec leur employeur. On a une société où les consommatrices, nouveaux mots aussi qui apparaissent sur la place publique, exigent ou en tout cas entendent pouvoir consommer en étant en adéquation avec un certain nombre de valeurs. Et donc on a plusieurs mouvements qui sont à l'œuvre. Celui des entreprises, je crois que celles et ceux ici qui ont engagé ces démarches en témoignent fortement. C'est une garantie de succès, mais c'est aussi dans une activité qui nous prend quand même beaucoup de temps dans notre journée, notre travail. C'est d'être aligné sur les valeurs que sont les nôtres et ce qu'on fait, c'est-à-dire la question du sens dont on a beaucoup parlé ces dernières années est importante. Donc un mouvement de la part des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises elles-mêmes, un mouvement de la part des citoyens qui sont aussi des consommateurs. Il y a cette phrase qu'on entend de plus en plus souvent qui dit que au-delà du bulletin de vote, la carte bleue est désormais un acte de choix
ou un moyen de pression des citoyens par rapport à ce qu'ils attendent de notre société. Et je crois que ça va devenir de plus en plus vrai. Et puis le troisième mouvement, c'est celui engagé par les collectivités, par les institutions, qui doivent répondre aux enjeux de réchauffement climatique, qui doivent démontrer qu'on peut concilier développement économique, performance et lutte contre les changements climatiques, qui doivent démontrer que quand on développe un territoire des politiques publiques, on ne le fait pas simplement pour les citoyens, mais avec les citoyens désormais, sans jeter la démocratie représentative. Il faut intégrer la concertation active et je crois que c'est un mouvement qui est générique et général. Et justement, vous, quand vous attribuez une subvention, est-ce que dès aujourd'hui, vous regardez si l'entreprise est vertueuse, si elle est engagée dans une démarche RSE, si elle applique des critères ESG? Est-ce que ça fait partie de vos critères? Oui, évidemment. Sur les éléments de commande publique, c'est-à-dire le moment où la région est cliente, où on achète des prestations. Je parlais de subventions, là. Non, mais sur cet aspect-là aussi, le volume de commande publique est très important de la part des collectivités. Je rappelle qu'elles sont aujourd'hui, c'est 75% de la commande publique, c'est les collectivités et pas l'État. Donc, quand on veut être vertueux, on commence par l'être soi-même dans ses politiques d'achat. Donc, nous l'appliquons déjà, c'est dans notre règlement général financier régional. Le terme est barbare, mais c'est important. Donc, dans nos appels à marché public. Et au niveau des subventions, c'est le cas. Mais nous avons décidé, en adoptant le Green New Deal, notre plan de transformation du modèle de développement, d'accentuer encore ces critères-là pour avoir un impact territorial positif. C'est-à-dire qu'on mise sur la valeur ajoutée territoriale, plus que sur le PIB. Vous allez demander des certifications comme ABAC a décroché ou pour être... On sera évidemment... Le respect de la loi, c'est l'application de la RSE. Le côté vertueux, c'est ceux qui vont au-delà des obligations normatives et réglementaires. Et oui, nous aurons un regard favorable de la manière dont on s'engage dans des trajectoires positives. Ces mots, ce n'est pas que se payer de mots. C'est dire que tout le monde n'est pas au top sur ce sujet-là. Et il ne s'agit pas de discriminer ceux qui ne sont pas au top au moment où on se parle. Il s'agit de voir qu'il y a une volonté de s'améliorer et d'accompagner cette trajectoire-là. Moi, je crois qu'il faut prendre des gens là où ils en sont. Et le rôle de la collectivité, c'est pas de leur taper sur la tête quand c'est pas le top, c'est de les aider, à prendre conscience qu'il faut s'y mettre et que c'est une garantie de succès demain. 2, de les accompagner par des dispositifs, y compris d'accompagnement financier ou d'accompagnement de formation RH, pour qu'ils puissent s'améliorer. Et c'est ainsi que nous avancerons et qu'on aura une société un peu plus désirable où la cohésion s'exprimera mieux. Et moi, je pense que c'est aussi ainsi que nous aurons un territoire performant sur le plan économique. Samuel Sett, la région accompagnateur du mouvement plus que gendarme, on va dire. Est-ce que la CPME, vous, syndicat patronal, vous accompagnez, vous faites percoler cette idée que tout le monde doit s'y mettre parce que c'est un gage de succès de demain? Alors nous le mettons en application par un certain nombre de programmes. Je parle du programme Mixer, auquel Mathilde, tu participes, qui est un des éléments de mise en avant et de promotion de l'intérêt du développement de l'entreprise par l'acquisition de ces nouveaux défis, si j'ose dire. Et nous avons toujours promu la mise en avant et la valorisation des bonnes pratiques plutôt que la sanction des moins bonnes, puisque l'une nous tire vers le haut et inversement pour l'autre. Et donc je pense qu'il est important, surtout si on veut que les entreprises viennent à nous dans cette démarche-là, parce qu'un grand nombre considèrent qu'elles sont trop éloignées, parce que dans leur quotidien, elles n'ont pas les moyens, ou elles n'ont pas les équipes, ou elles ne sont pas en capacité d'appliquer ces choses-là. Et donc parfois, voyant la chose comme trop complexe, finalement, préfèrent abandonner et essayer de se glisser entre des gouttes en considérant ceci un peu, voyez-vous, comme ces entreprises qui considèrent que le bilan est une obligation fiscale alors qu'il est avant tout un outil de pilotage. C'est un peu la même chose en réalité. Très bien. Nadia, oui. Évidemment, sur le mouvement général, accompagner, encourager et faire que le plus grand nombre se mette sur ces trajectoires. Ça n'empêche pas pour la région que lorsqu'un certain nombre de contreparties ne sont pas réunies et quand les aides publiques, du coup, sont utilisées de manière déviée de leur objectif qui est avant tout le soutien à l'emploi et au territoire, on peut, là, à ce moment-là, être assez exigeant et rappeler l'aide publique. Vous voyez, quand une entreprise comme Zodiac,
qui a été accompagné pendant des années sur le territoire, délocalise sa production en Tunisie pour aller vers une politique bas coût, ben là, moi, je considère qu'on est fondé à ne pas verser des aides pour lesquelles on s'était engagé pour qu'elle développe son activité sur le territoire. Donc, vous demandez le remboursement des aides qui auraient pu être versées sur le non-versement de ce qui a été engagé et promis, puisqu'ils ne tiennent pas leurs engagements. Je pense qu'il faut qu'on soit dans un rapport gagnant-gagnant. Bien sûr, accompagner les trajectoires, mais aussi être en capacité de dire à celles et ceux qui ne respectent pas des règles du jeu communes qu'on ne fermera pas les yeux là-dessus. Parce qu'autrement, ce n'est pas très encourageant pour celles et ceux qui font l'effort d'être très républicains dans leurs valeurs. Il faudra un bonus. Ce sont les valeurs qui doivent nous réunir tous. Hein. Il faudra un bonus pour celles qui sont vertueuses, par exemple. Ça peut être à la bonification, mais voyez, moi j'ai un sujet. Aujourd'hui, sur un certain nombre d'aides, je suis au taux maximum d'intervention publique autorisée par l'Union européenne. Dit autrement, sur les passes ou les contrats occitaniques que connaissent un certain nombre d'adhérents de la CPME, comme les entreprises PME de notre territoire à laquelle ces aides sont dédiées, on est à 70% d'intervention pour un certain nombre de ces aides. 70%, c'est le plafond prévu par l'Union européenne. J'ai donc pas de marge de bonification. La question qui va se poser demain, c'est est-ce que je reviens à un régime commun à 50% pour pouvoir bonifier celles et ceux qui vont plus loin, ou alors je vais être dans de la sanction, c'est-à-dire que je ne prends pas. De toute façon, il y a une règle qui est simple sur l'intervention publique, c'est que si vous n'êtes pas conforme à la règle, c'est-à-dire dans l'application lorsque c'est obligatoire de produire un bilan social comparé sur l'égalité femmes-hommes, mais c'est un certain seuil d'entreprise, vous n'avez pas de subvention publique. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous écoutent des choses qu'on aurait tendance à oublier. Il y a un certain nombre de choses qui sont attendues des entreprises. Aujourd'hui, au regard de la place de l'entreprise dans notre société, elles ont un rôle majeur dans la transformation de la société. C'est ce qu'a dit la loi Pacte. Et moi, je trouve ça très réjouissant pour notre territoire de voir qu'il y a des entrepreneurs, des syndicats comme la CPME qui s'engagent sur cette voie et qui donnent des outils pour être plus forts ensemble. Alors Mathilde, quand vous investissez dans une entreprise, est-ce que vous regardez la composition de son conseil d'administration, ses organes de gouvernance, sa démarche éthique? Est-ce que ce sont des critères qui sont déterminants pour vous ou pas ? Oui, ce sont des critères que l'on regarde évidemment. On ne visera pas la mixité aujourd'hui. On se rend bien compte qu'en fonction des équipes, donc on regarde essentiellement la complémentarité de l'équipe, sa solidité, son expertise évidemment dans les projets, parce que la finalité reste quand même le développement et la croissance de l'entreprise. Pour autant, là où je rejoins tout à fait Nadia, c'est qu'il m'est arrivé, moi, de refuser des financements à des sociétés qui m'expliquaient qu'ils allaient être rentables demain parce qu'ils allaient externaliser leur production, ou par exemple si c'était des cabinets d'expertise comptable qui m'expliquaient qu'ils allaient délocaliser dans les pays du Maghreb, etc., où j'ai considéré que c'était pas mon rôle à moi de financer ce genre d'entreprise-là. Donc on va au-delà, on va regarder évidemment l'équipe, on va regarder les brevets, l'empreinte sociétale, l'empreinte sociale, l'impact environnemental. Et là où je te rejoins, c'est on n'est pas là pour faire... On n'est pas dans une démarche de sanction, c'est-à-dire je vais pas dire « Ah ben non, je vais pas vous financer. » voilà. Par contre, je vais regarder objectivement les choses, on va les titiller un petit peu sur ces sujets-là et on va leur demander des progressions. Et des fois, ça nous arrive de leur dire « Pour nous, aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. On n'est pas prêt à vous financer. Et voilà comment vous allez vous améliorer. Et vous revenez nous voir dans 6 mois, dans 9 mois. Et là, on va vous aider. » Donc, ce n'est pas un non systématiquement définitif. Pour autant, on s'estime avoir le droit de dire bah là, ça ne nous convient pas. Et ça n'ira pas aux investisseurs particuliers à qui on va proposer votre projet. Et Stéphane, quand en général le chef d'entreprise, le propre du décideur économique, c'est quand il y a une menace qui peut être identifiée comme des normes qui vont s'imposer à lui, RSE. Souvent, il voit une opportunité. Vous avez vu une opportunité un peu avant tout le monde. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous donne un avantage compétitif sur les autres? Parce que je crois que vous êtes 2 ou 3 entreprises de votre secteur en France certifiées. En tout cas, l'année dernière, effectivement, quand on a été certifié, on était la 3e entreprise à être certifiée en tant que prestataire audiovisuel. Là, à ma connaissance, quasiment toutes ont entamé une démarche. Bon, le Covid a tout arrêté, mais tout le monde s'est lancé dans cette démarche. Mais je pense justement moins par conviction que par nécessité. Ouais. Nous, on est parti de la conviction
conviction et on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui, quoi. Et vous en êtes récompensé un petit peu aujourd'hui parce que c'est la prime au leader un petit peu qui s'applique. Oui, c'est un élément important de communication, mais aussi au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, je ne vais pas dire qu'on pense RSE tous les jours, mais voilà, les gens sont impliqués dans tous les projets que l'on mène. Il y a des projets qui sont faciles à mener, comme je disais tout à l'heure, le tri des déchets ou la politique sociale, et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'aujourd'hui, nous, on va chercher des produits en fait qui sont principalement asiatiques. Quel impact peut avoir ABAC sur la manière de fabriquer d'un Samsung ou d'autres fabricants? Par contre, c'est vrai que petit à petit, on voit aujourd'hui que tous les produits, par exemple les vidéoprojecteurs, sortent avec des lampes laser qui sont bien moins énergivores. Tout ce qui est lumière, c'est du LED. Donc voilà, c'est un mouvement de fond qu'on voit arriver de plus en plus, quoi. Et tout à l'heure, on parlait des talents, de l'attractivité pour les jeunes talents. Est-ce que vous, quand vous recrutez, quand vous recevez des candidats, ils voient un environnement plutôt friendly, avec plus en rapport avec les attentes de leur génération? Est-ce que ça vous aide à trouver les bonnes compétences? Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est un critère qui est important. Je pense que les jeunes, ce que disait Nadia tout à l'heure, ont une valeur éthique quand même qui est importante. Ça fait partie d'un critère. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que le salaire ou la carrière. Ça fait partie vraiment des choses importantes, peut-être plus que, comme on le voit dans certaines sociétés, un baby-foot ou autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des vraies valeurs et je crois qu'ils sont attachés à des vraies valeurs, quoi. Nadia. Oui, le baby-foot, c'est important aussi, surtout pour les photos. Nadia, on va essayer de relier avec le sujet important qu'il ne faudrait pas oublier. Avec le premier sujet dont on parlait de la réindustrialisation, la relocalisation. Est-ce que la relocalisation, ce n'est pas aussi une démarche vertueuse parce que c'est limiter une empreinte carbone, c'est produire localement, je ne dirais pas en circuit court, mais en tout cas, c'est rapprocher le produit final de son fabricant? Ah si, tout à fait. Les deux sujets, pour moi, sont liés. D'ailleurs, le succès du Made in France ou des plateformes qu'on a pu lancer, nous, en Occitanie, d'Amazon, qui fait le pied de nez à Amazon. C'est justement pour répondre à ces attentes qui sont de plus en plus fortes. Après, elles se confrontent parfois aux difficultés de pouvoir d'achat de nos habitants. Quand vous avez un produit qui est supérieur à 10 à 15% le prix du produit concurrent, il y a une hésitation parce que le pouvoir d'achat est compté. Et donc, c'est là aussi qu'il nous faut engager des cercles vertueux. Quand nous, on dit nos emplettes sont nos emplois, c'est pour bien comprendre qu'au-delà de la satisfaction, de la fierté du consommé local, c'est une chaîne vertueuse qui s'enclenche sur les impacts environnementaux, vous l'avez très justement dit, mais également parce que ça génère de la valeur ajoutée territoriale, ça fait du maintien dans l'emploi et du coup, on est sur un enrichissement qui est mutuel et plus partagé. Par contre, pour ça, il faut poser des cadres qui sont importants. Il faut réaffirmer aussi des choses qu'on connaît depuis 14 ans. Il y a un rapport que je cite souvent qui s'appelle le rapport Stern, qui est celui d'un économiste britannique tout à fait sérieux et orthodoxe, pas un Amish, on va dire. Et il n'a rien contre les sapins de Noël d'ailleurs, mais il explique que dès 2006, que ça coûtera plus cher de ne rien faire contre la lutte contre le changement climatique que d'agir maintenant. Et il ajoute que plus on agira tard, plus ça coûtera cher. Et donc on voit bien qu'il y a des modèles économiques aujourd'hui qui sont mis en œuvre, pour lesquels nous, la puissance publique, il faut qu'on pose les orientations. Quand la présidente Carole Delga dit première région énergie positive 2050, c'est parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de performance, de compétitivité économique, et que demain, une industrie pour être compétitive, si elle fait de l'économie sur les fluides, elle fait une marge de compétitivité peut-être plus importante que si elle délocalise certaines de ses activités. Donc ces choses sont liées. Samuel Sett, est-ce que à la CPME 31, vous arrivez à quantifier le pourcentage d'adhérents qui sont sensibilisés à ces sujets ou ont engagé une démarche ou sont déjà certifiés et le chemin qui vous reste à parcourir? Alors en disant ceux qui sont certifiés, ceux qui ont engagé une démarche, ceux qui le souhaitent, vous venez de citer l'intégralité de nos adhérents. Je pense qu'il y en a certains qui ne le souhaitent pas, qui ont le nez dans le guidon, qui cherchent des commandes, des clients. Oui, mais voilà. Pas à la CPME, enfin. Évidemment. En tout cas, il suffit de voir l'engouement suscité par l'ensemble des opérations, qu'elles soient d'acculturation ou qu'elles soient de perfectionnement que nous mettons en œuvre, pour comprendre que c'est un véritable sujet. Mais je pense qu'il faut aussi se projeter dans une démarche de marché. Le GIEC détermine le principal élément de contrôle du changement climatique et le contrôle des gaz à effet de serre. Il s'avère qu'aujourd'hui, la France est un des pays les plus vertueux du monde
Grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Donc ça, il est important de le rappeler. Nous avons de grosses difficultés pour traiter les déchets du nucléaire, mais à ce jour, nous arrivons à être autrement plus vertueux que l'intégralité des pays de l'OCDE grâce à ce mix énergétique. Donc il s'agit certes de prévoir l'avenir, certes peut-être de modifier sensiblement le mix énergétique. Il ne s'agit certainement pas de se tirer une balle dans le pied et de venir assassiner une des dernières valeurs ajoutées productives de notre pays. On parlait tout à l'heure des délocalisations. On est, et pour un certain nombre d'années en tout cas, encore en pointe sur ce thème-là. Donc ça, c'est un point qui est important et il s'agit de gérer ce genre de choses avec doigté. Et ensuite, il y a un autre élément qui est justement dans cette démarche, elle s'impose, mais moi j'ai envie de dire, non pas par provocation, mais par pragmatisme, que les entrepreneurs comprennent désormais que c'est un gage de compétitivité avant toute chose. C'est-à-dire qu'il est bon pour leur entreprise d'être plus respectueux de l'environnement. Et quand je dis environnement, c'est au sens d'écologie humaine, du rapport sociétal que prend à tenir l'entreprise. Et qu'à la limite, à court terme, je suis moins dérangé par ceux qui le font par pragmatisme et par volonté de vendre que plutôt par ceux qui vont afficher par des chemises bien coupées blanches ou vertes et des baby-foot et des moquettes en forme de gazon, un semblant d'affection à des stagiaires que de préférence ils paieront au lance-pierre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc je préfère de très loin le travail de fond intramusculaire plutôt que sous-cutané. Mathilde, beaucoup de PGE ont été distribués ces derniers mois aux entreprises et les prêts garantis par l'État. Alors, je ne pense pas qu'ils aient été passés au tamis de la RSE parce que c'était un peu une réponse dans l'urgence. Mais est-ce que demain, à côté d'une cotation Banque de France que peut avoir une entreprise, on aura une cotation ISR, ESG pour donner le prix de l'argent auquel on va prêter à une entreprise ? Non, mais non seulement on l'aura, mais on l'aura parce que les entrepreneurs l'auront engagé, mais on l'aura parce que tout simplement la loi nous y obligera aussi. Alors, je suis d'accord, c'est pas la panacée, mais évidemment que oui, demain, ça fera partie des critères essentiels. Je suis d'accord, les PGE n'ont pas forcément été distribués selon ces critères-là, mais en tout cas, demain, évidemment, ça fera partie. On aura des cotations, on aura ce qu'on appelle dans notre jargon start-up des scoring ESG que nous, on est en train de mettre en œuvre avec 40 points de critères qui seront essentiels dans notre démarche. Et après, là où je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'avant de distribuer des bons points dans la finance, je crois qu'on va se les appliquer nous-mêmes. Et donc, il y a la loi Pacte, tu en parlais tout à l'heure, nous y autorise, en tout cas nous y engage. Donc nous, on a choisi chez WeSeed de réaffirmer quelque chose qui était très important depuis l'origine, depuis la création, puisqu'on va devenir société à mission dans les 15 prochains jours. Donc on est ravis de ça. On a nos collaborateurs aussi qui nous accompagnent, qui sont très engagés autour de ça. Voilà, donc ça va nous permettre de encore mieux accompagner cette finance, comme vous disiez, avec de toutes sortes d'agrégateurs, d'indicateurs qui informeront, ils seront dans notre démarche de transparence aussi auprès des investisseurs. Demain, on va voir un fléchage de l'épargne vers des sujets ISR. Est-ce que l'État peut accélérer le mouvement en donnant des avantages fiscaux, que sais-je, pour que les Français épargnent davantage sur des véhicules plus vertueux ? Alors, si vous me demandez mon avis, je le souhaite, évidemment, parce que je crois que c'est un des leviers importants. Tout à l'heure, on disait que la carte bancaire, en tout cas l'épargne, était devenue aussi un engagement derrière toute cette démarche. Oui, je crois que fondamentalement, tous les leviers seront utilisés et on doit encourager cela, évidemment, bien sûr. Stéphane, est-ce que ABAC a une raison d'être ou est-ce que c'est une démarche à laquelle vous réfléchissez ? Une raison d'être, moi je rebondis un peu sur ce que disait Samuel tout à l'heure. Je crois qu'on ne devient pas responsable et éthique du jour au lendemain ou par obligation. C'est un mouvement de fond qu'on doit travailler. Je crois à mon avis, un des meilleurs exemples, c'est celui du monde de l'événementiel, qui est quand même fortement pénalisé, impacté par le Covid. Mais on se réinvente. Aujourd'hui, les grands axes du plan de relance, c'est la digitalisation et c'est la partie environnementale. Et quand on voit aujourd'hui les événements que nous faisons, c'est comme ce soir, on est dans un studio, on a une empreinte carbone qui est extrêmement réduite. Donc quelque part, c'est le sens de l'histoire, quoi. Même si le Covid a accéléré tout ça, mais oui, c'est le sens de l'histoire. Très bien. Samuel Sett, le mot de la fin, la conclusion, alors c'est le RSE, ESG, c'est une opportunité, pas un boulet qu'on accroche à la cheville du chef d'entreprise, selon vous ?
Gilles, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez demandé aux dirigeants d'une entreprise qui existe depuis près de 20 et quelques années, 15 ans, est-ce que ABAC a une raison d'être? J'ai envie de dire, par définition, elle en a une, c'est celle d'exister, de répondre à une demande. Il faut qu'on fasse attention à ne pas s'enfermer là-dedans. La raison d'être initiale d'une entreprise, c'est d'apporter un service et de rencontrer ses clients et de créer suffisamment de richesse pour pouvoir faire vivre son environnement. Et ça, je pense qu'on a tendance à parfois, dans une politique globale et très forte, une forte communication qui est parfois faite, à se dire oh, mais quelle est votre raison d'être, Demandez à un grand groupe quelle est sa raison d'être, ils auront beaucoup plus de difficultés à vous répondre. Ou alors, c'est les premiers à avoir mis des équipes pour travailler dessus. On est bien d'accord. Mais il ne faut pas confondre objet social et raison d'être. Exactement. J'ai touché bien, puisque ça vous a vexé, c'est bon signe. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un élément là-dessus qui est important, c'est que la principale raison d'être, elle est prévue par la loi, quand bien même ça a été magnifié par la loi Pacte ou parfois modifié, 1830-1833 du Code civil, création de richesse et partage de cette dernière. Et ensuite, évidemment, nos entreprises qui ont une capacité d'adaptation et une résilience, et on le voit, la période que l'on vit, sont parfaitement en phase avec le fait qu'on s'adapte sans arrêt aux nouvelles difficultés. Et puis, j'ai envie de vous dire, un entrepreneur en France est quelqu'un qui a été capable, dans le pays avec les plus forts taux de prélèvement obligatoire depuis l'OCDE, de créer une résilience, une capacité d'adaptation au-delà du raisonnable, au-delà de ce qu'on peut attendre. Et donc j'ai envie de dire, ces éléments-là, ils sont en train de s'infuser dans la société, ils vont arriver, ils sont en train de monter en cadence, et je le dis et je le répète, ça va se faire par la vertu de l'exemple, c'est-à-dire une entreprise du secteur lance, et puis je terminerai là-dessus si vous me permettez, quand Stéphane a été le premier à déposer son dossier ISO, en réalité, le dépôt du dossier n'est que la résultante d'un travail qui a été mené en amont. Et aujourd'hui, il conserve cette avance-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de penser à sa V2, à sa V3, alors que les autres entreprises ne font qu'arriver. Donc, il n'y a pas de logique de perte de temps. Il y a une évolution permanente. C'est un terme que tu as employé d'ailleurs à un moment donné. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup Samuel Sed, merci Nadia Pelfig, merci Mathilde, merci Stéphane d'avoir débattu autour de ce sujet de la RSE et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de CPME 31 TV.